Et si on s'intéressait au Premier ministre, chef du gouvernement, Philémon Yang a essuyé ces dernières semaines de vives critiques de la part de la presse. Celle-là qui, dans une bonne frange, s'est demandé si des ministres prenaient à contre-pied ou le dessus sur leur chef. En annulant cette semaine des actes du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le Premier ministre Philémon Yang a-t-il repris du poil de la bête? Alors que la presse le disait un peu trop laxiste, peut-être aussi un peu trop inerte à son goût. Le Premier ministre est-il donc le chef ou voilà donc comment il devrait exister? C'est même exclamé le journal Ouest Littoral cette semaine. La presse qui s'est aussi intéressée à la 12e session de la rencontre des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Sur le messager s'interroge pourquoi Paul Biya a une fois encore de plus boudé ses pairs. La presse s'interroge aussi sur le Gabon et la Guinée équatoriale, si ces deux pays pourraient bel et bien être des acteurs majeurs dans la libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région. Nous allons évoquer les résolutions de cette 12e session des chefs d'État de la CEMAC, tout comme aussi la situation politique au Burundi, avec Pierre Nkurunziza, dont la candidature annoncée est fortement contestée. D'ailleurs, les Nations Unies émettent également des réserves et le Burundi est de plus en plus déconseillé par certaines représentations diplomatiques à l'étranger. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur Droit de réponse. Droit de réponse, je le rappelle, c'est ce programme qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse afin de susciter le débat. Ici, comme tous les dimanches d'ailleurs, des acteurs de la société civile, des hommes politiques et des journalistes se relaient sur ce plateau pour tenter d'apporter des réponses aux questions que se pose la presse. Merci à vous d'être au rendez-vous de Droit de réponse ce dimanche. Avant de faire connaissance avec nos invités, un tour dans les kiosques pour savoir comment la presse a traité de ces actualités. Céline Noufeli, bonjour. Bonjour Sandrine. Eh bien, merci d'être là. Un peu d'économie, mais surtout beaucoup de politique nous intéresse au cours de cette édition de Droit de réponse. Vous l'avez dit, cette semaine, la presse constate que la contractualisation des instituteurs soulève encore une vague de contestation au Cameroun. Selon l'Œil du Sahel, des maîtres des parents sont descendus dans les rues de Maroua pour manifester contre les irrégularités qui ont entaché la liste signée par le ministre de l'Éducation de base. Parmi les griefs, ce bi-hebdomadaire cite le non-respect des critères des enseignants éligibles à cette contractualisation, le non-respect de l'ancienneté dans l'obtention du CAPIEM. Dans une déclaration adressée au ministre de l'Éducation de base, l'Œil du Sahel a noté que le syndicat des instituteurs exige une liste additive pour corriger ces cas d'injustice, mais la nouvelle expression note que les parents, les maîtres des parents, sont dans l'impasse en ce qui concerne la région du littoral. Dans un contexte de cacophonie grandissante au sein du gouvernement, la presse s'est intéressée au réveil en sursaut du capitaine de ce bateau. Le chef du gouvernement a annulé les décisions du ministre de l'Agriculture, désignant des responsables dans son ministère. Pour Aurore Plus et Intégration, Philémon Yang a désavoué et s'immiscé en dénonçant surtout le manque de compétences du ministre de l'Agriculture pour nommer des inspecteurs généraux. Selon le journal Intégration, la primature précise que c'est une prérogative exclusive du président de la République. En clair, Mutation pense que Essimi Meigneux a été sanctionné pour interpeller les autres membres du gouvernement sur la gestion des ressources humaines de l'État, en expliquant le rôle prédominant de la primature et la présidence de la République dans le processus de nomination au sein de la haute administration publique. Aurore Plus dénonce certains ministres qui entretiennent de mauvaises relations avec leurs collaborateurs et choisissent de nommer des intérimaires en violation de la Constitution. Ce bi-hebdomadaire apprécie donc la reprise en main de l'équipe gouvernementale par le Premier ministre. Cependant, des grincements de dents continuent de se faire entendre dans le sérail. Selon Mutation, Patrice Ambassala s'est attaqué au chef du gouvernement. Le ministre des Travaux publics accuse Philémon Yang de bloquer depuis 3 ans les indemnisations du projet routier San-Mélima Bikula. Mutation constate qu'il y a comme une levée de bouclier des ministres contre le chef du gouvernement qui est à chaque fois accusé d'inertie. Philémon Yang n'est pas la seule personnalité accusée d'inertie cette semaine. La presse est revenue sur les conséquences de l'absence de Paul Biya au sommet de la CEMAC qui s'est tenu à Libreville, au Gabon. Le messager a noté que le chef de l'État est resté fidèle à sa diplomatie de la chaise vide.
Pour ce journal, cela affecte le Cameroun qui perd sa position de leader naturel de la CEMAC à cause d'une diplomatie qualifiée de moribonde. Mais un professeur des relations internationales défend Paul Biya dans Le Messager. Missanga Nyamding soutient que le chef de l'État veut montrer sa déception face à l'incapacité de la CEMAC à atteindre ses objectifs de mise en place d'une véritable intégration sous-régionale. Pour terminer ce tour d'horizon, la presse camerounaise s'est aussi appesantie sur les manifestations contre un troisième mandat présidentiel de Pierre Nkurunziza au Burundi. Cameroun Tribune s'est limité à mettre en exergue le bilan des accrochages entre policiers et opposants depuis le début de ces manifestations. La nouvelle expression a souligné que les Burundais sont déterminés à chasser Pierre Nkurunziza comme les Burkinabés l'avaient fait en octobre 2014 pour le président Blaise Compaoré. Selon l'analyse de Mutation, la presse africaine a pris position dans cette actualité et elle conseille au président burundais de s'inspirer du cas Compaoré pour ne pas briguer un troisième mandat. Merci à vous, Céline Noufélé. On l'a bien compris, en plus de l'actualité autour du Premier ministre de la CEMAC, mais aussi du Burundi, la situation des maîtres de parents nous a également intéressés cette semaine. Alors, on se retrouve dimanche prochain, Cédric. Mais avant, bien sûr, que vous entriez dans les vifs des débats, il faudrait rappeler que c'est un dimanche pas comme les autres, puisque droit de réponse a été récompensé lors des médiations Presse Office. Sandrine. Très bien. Merci à vous, Cédric Noufélé. C'est donc une information avec un peu de joie qu'on a pu accueillir cela. Donc, droit de réponse sacré, meilleur magazine de la télé, meilleur magazine télé, voilà, par les médiations Presse Office, 8e édition, dont la cérémonie de remise a eu lieu vendredi dernier. Et parmi ceux qui ont pris part à ce moment, Anissé Kane, bonjour. Bonjour. Des impressions, certainement. C'était une soirée très agréable. Au-delà de la remise de trophées, j'ai vu des amis de la presse très joyeux. C'est vraiment très agréable. Et bon, comme chaque année, j'ai participé à cette soirée. Et elle était comme les autres, c'est-à-dire inattendue, avec des spectacles inattendus. C'était très bien. Pas surpris du prix décerné à droit de réponse? Non. Si je dis le contraire, vous ne me croirez pas. Très bien, merci donc à vous, Anissé Kane, d'avoir accepté cette invitation. Avec vous sur ce plateau, Robert Moutambassa, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être au rendez-vous de droit de réponse ce dimanche. Alors, avez-vous, on peut quand même s'intéresser en une minute sur ces problèmes qui tournent autour de l'éducation. On a eu avec l'IRIC, d'ailleurs, la presse s'en est d'ailleurs un peu indignée cette semaine, après l'IRIC, que des situations de tripatouillage. Il n'y a que des maîtres de parents qui se demandent pourquoi des noms sur une liste, pourquoi des noms sur une autre liste. Comment il est possible de comprendre tout cela lorsque cela tourne quand même autour de l'éducation, les examens scolaires pointent à l'horizon? Ça doit être un peu compliqué. Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile. Bon, nous ne pouvons pas nous mettre peut-être à la place des ministres qui sont en charge pour expliquer, mais on peut essayer de comprendre ce qui se passe. Et quand on sait quand même que notre administration, pour un bon pourcentage, reste en manuel, et vous comprenez que quand on travaille en manuel, il y a beaucoup de doublons, beaucoup de choses qui passent. Et les tripatouillages ne sont pas forcément faits au niveau peut-être du ministre ou bien du directeur, de l'inspecteur. C'est même peut-être la secrétaire qui est en train de taper les derniers fichiers qui insèrent les noms. Donc c'est délicat. Il faut qu'on arrive à avoir un système complètement informatisé pour neutraliser un peu tout ce qu'il peut avoir comme tricherie, doublons et autres. Vous avez vu ces derniers temps, les organismes comme la DGSN qui passent par Internet pour prendre les candidatures. Et tout ça c'est fait pour essayer de limiter ces genres d'erreurs. Parce que c'est des erreurs qui arrivent, pas forcément parce que le ministre est de mauvaise foi, mais tout simplement parce que dans le système, tout est en manuel. Et quand c'est en manuel, vous connaissez les Camerounais. Vous avez quelqu'un en face de vous qui vient, qui vole, qui agresse dans votre maison.
vous faites arrêter cette personne, vous l'amenez au commissariat, c'est toute la République qui vous appelle en vous demandant de pardonner à ce monsieur. Pourtant, vous avez passé le moment très difficile avec. Donc, c'est comme ça le Cameroun. Donc, moi, je pense qu'il faut voir comment organiser le système de manière à l'informatiser et ça va éviter beaucoup de choses. Je ne suis pas sûr que le ministre ou ses collaborateurs ont vraiment volontairement voulu enlever les gens qui remplissaient les conditions et mettre en place ceux qui ne les remplissent pas. Je crois que quelque part, il faut faire à part des choses. Vous connaissez bien comment ça se passe dans notre pays. Même le dernier vaguemestre cherche à faire quelque chose. Oui, mais on peut quand même s'interroger sur le mutisme des responsables du ministère de l'Éducation. Moi, je peux comprendre le mutisme. Je ne suis pas ministre, mais je peux comprendre parce que vous savez, quand ça arrive comme ça, le ministre doit d'abord chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en arrive là. Donc, ça peut prendre un certain temps. Parce que lui, le ministre se délègue auprès de ses collaborateurs, qui délèguent aussi ainsi de suite. Mais dans la chaîne, il faut aller voir où est-ce que ça a foiré. Et puis là, quand il a tous les billes, là, il peut monter au créneau pour expliquer. Très bien. Moi, je pense. Elman Gambia, bonjour. Bonjour Sandrine. Vous êtes journaliste au quotidien La Nouvelle Expression. Vous vous intéressez beaucoup aux questions internationales, mais on peut quand même remarquer que la presse est davantage revenue sur, bien que la journée de la liberté de la presse a pratiquement joué les prolongations cette semaine dans la presse encore. Mais comment on peut expliquer cela? Les années précédentes, on n'a pas eu l'impression que sur 2 semaines, pratiquement, la presse a continué de s'intéresser à elle, le problème qui sont les siens, de s'intéresser également sur ce rapport avec le Conseil national de la communication, au-dessus même la situation même des employeurs dans les entreprises de presse. Comment il est possible d'analyser tout cela? Oui, Sandrine, je voudrais d'abord dire bonjour à tous les téléspectateurs. Je salue également tous les panélistes ici présents. Et pour répondre à votre question, je dirais qu'il y a une prise de conscience réelle dans l'ensemble des médias, de la presse écrite, de la radio, de la télévision, des médias d'État, de la presse privée. Également une prise de conscience qui se ressent au niveau du travail que fait les syndicats, notamment le syndicat national des journalistes du Cameroun, pour susciter, n'est-ce pas, non seulement l'adhésion des journalistes, mais également leur prise de conscience dans les problèmes qui les concernent au quotidien, dans leurs conditions de travail, leurs relations avec les employeurs et de manière générale des problèmes de la liberté de la presse. C'est pourquoi vous avez ressenti, n'est-ce pas, cette mobilisation des journalistes pendant cette semaine, notamment lors de la journée internationale de la liberté de la presse. Alors, est-ce que la presse pense avoir résolu tous ces problèmes en une seule semaine ou elle pense que ces problèmes seront aussitôt résolus? Est-ce qu'il ne faut pas se jeter sur d'autres chantiers, c'est-à-dire travailler de façon interne dans les entreprises de presse à l'amélioration des conditions de travailleurs? Est-ce que les dénonciations seules aujourd'hui suffisent encore? On se rappelle par exemple de ce que le syndicat national des journalistes du Cameroun a demandé simplement que tous les membres du CNC soient révoqués. Est-ce que ce serait un chantier porteur pour vous? Moi, je pense que le syndicat national des journalistes du Cameroun est dans son rôle. Et personnellement, je partage les décisions qui sont prises en tant que camarade membre membre de ce syndicat. Je pense que l'attitude, les décisions notamment qui ont été prises pendant ces dernières années par le Conseil national de la communication nous montrent à suffisance que c'est le bras séculier de l'État pour sanctionner les journalistes. C'est le bras séculier de l'État pour ramener la censure qui a été abolie au Cameroun en 1996. Nous avons même le sentiment que nous retournons en arrière depuis le nouveau décret qui a, n'est-ce pas, conforté le Conseil national de la communication dans un rôle de répression et non plus dans son rôle initial et originel qui aurait dû être celui de la régulation. Donc on a le sentiment que le Conseil national de la communication joue un rôle dangereux. Je vais le préciser parce que dans le nouveau décret qui a été signé en 2012, qui modifie et organise le fonctionnement du Conseil national de la communication, on se rend bien compte que désormais le Conseil national de la communication a des prérogatives qu'il partage avec le ministère chargé de l'administration territoriale et de la décentralisation, mais également avec le ministère de la Justice. En réalité, on a le sentiment, parce que vous savez que le Conseil national de la communication peut suspendre les journaux, les médias, suspendre les journalistes. Et on a assisté à des décisions abracadabrantes de ce Conseil national de la communication. Même si je reconnais que des fois, des mesures ont été bonnes concernant certaines presses, certains journaux, certaines dérives, ça il faut le dire. Mais le fait de lui octroyer les mêmes prérogatives que le ministère
n'est-ce pas, chargé de l'administration territoriale et de décentralisation, montre très bien qu'il y a péril, il y a la péril en la demeure. Et puis je peux vous le dire, ce n'est pas une confidence, que le corps magistral, la magistrature au Cameroun observe avec beaucoup de stupéfaction et d'indignation ce qui se passe au niveau du Conseil national de la communication. Parce que lorsqu'il juge les médias, les journalistes notamment, il se substitue en réalité d'une certaine manière aux juges. Or, la plupart des décisions qu'ils prennent, parfois, relèvent, n'est-ce pas, du pénal. Or, seul le juge est compétent dans ce domaine-là. Plus grave, Monsieur Befeu Ateba, de regretter mémoire, à un moment donné, il a convoqué un média, je vais le citer ici, Ouest Littoral, pour qu'il s'explique dans une affaire où lui-même était juge et partie. Donc le Conseil national de la communication, parfois, est juge et partie. Il est fondamental que ce décret, le dernier décret, soit abrogé, parce que ces textes réglementaires qui organisent le Conseil national de communication, en réalité, montrent le caractère illégal et anticonstitutionnel même de cette structure, parce que la Constitution garantit la liberté de la presse. Et nous nous battons pour que le Conseil national de la communication garde son rôle de régulation, et puis que ce soit l'Assemblée nationale qui permette à une telle structure d'exister et non plus un texte réglementaire. Je vais terminer pour chuter en disant que le fait que les membres du Conseil national de la communication soient élus pour un mandat assez court, mais éventuellement renouvelable, est une chape de plomb, en réalité une épée de Damoclès sur leur tête, qui les contraint à jouer le travail qu'ils sont en train de jouer. C'est-à-dire que s'ils ne frappent pas la presse, ils ne seront pas reconduits dans leurs fonctions. Alors c'est très grave. Il faut que ce soit une structure véritablement autonome, indépendante et impartiale. Très bien, merci à vous. Oui. Anissé Kane voulait dire un mot sur la question. Oui, non, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'étonner. Une presse, la presse à l'image de ce pays, qui est encore sous une dictature, elle a beau être conviviale, monsieur Mbassa, c'est une dictature. Je vais vous donner un autre... C'est quoi une dictature conviviale? C'est-à-dire où il y a les oripeaux de la démocratie, de la convivialité, alors que c'est comme au restaurant. Vous allez au restaurant, il y a un menu, c'est la démocratie, mais il y a la carte. Dès qu'il y a un problème particulier qui se pose, on sort la carte, c'est-à-dire les mesures répressives. Je donne un autre exemple. Le préfet du Vourier convoque les responsables des partis à une réunion sur le défilé du 20 mai, et il précise sur la note, seuls les effigies du chef de l'État seront autorisées au défilé. Nous ne voulons pas, il est interdit de porter des pancartes subversives. On est en 1962, texte sur la subversion. Vous voyez qu'on n'a pas beaucoup évolué. Il y a des textes de loi qui donnent formellement une certaine liberté d'expression au Cameroun, mais comme on est dans une dictature, c'est-à-dire un régime qui veut à tout prix exister et se pérenniser, on prend des dispositions pour qu'on reprenne de la main droite ce qu'on a cédé sous la pression de la main gauche. Très bien. Alors, Robert Moutambassa, je vous ai senti. Oui. Gêné, oui. Non, mais pas gêné. Disons que c'est un sujet intéressant. Mon voisin de gauche en a parlé, et puis le président Anissé aussi. Mais ils ont dit à peu près la même chose, que moi je synthétise en disant que quand on regarde les lois et règlements, elles ne sont pas si mauvaises que ça. Mais je crois que c'est les hommes qui sont chargés de les mettre en application qui posent parfois problème. Parce que l'exemple qu'il a pris, quand on regarde le président actuel du Conseil national, oui. C'est un ancien journaliste de CRTV qui, de toute sa carrière, s'est auto-censuré. Bon, en faisant 30 ans, 40 ans à s'auto-censurer, venir dans un organisme comme ça, être libéral, c'est un peu difficile. Vous allez prendre l'exemple qu'il a pris concernant le préfet. Le préfet a un certain âge, il est dans la fonction publique dans l'administration depuis, il a occupé les postes de commandement où il parlait de subversion. Ça a du mal à quitter son cerveau, donc vous comprenez que ce n'est pas les lois. Mais la loi leur donne la possibilité de dévier. Chacun qui est au poste peut apprécier à sa manière. Ces derniers temps, on voit bien comment la presse a été vraiment très bousculée par l'équipe actuelle. En fait, le président actuel, oui. C'était pas pareil avec les autres présidents. Donc, ça dépend des sensibilités des uns et des autres. Moi, je pense que quand, par exemple, Le Monde, c'est le journal Le Monde, a fait allusion à la santé du président, nous sommes montés au créneau pour nous-mêmes dire non, ce qu'ils font n'est pas normal. Maintenant, quand un journal comme Mutation en parle et qu'on les convoque,
Je ne vois pas trop la nécessité. C'est un peu des gens qui essaient de se mousser pour se faire voir. Parce que vous savez, nous sommes dans une situation où les gens aiment bien qu'on les voit et puis ils se disent, tiens, il y a des nominations, ils vont être désignés par-ci, par-là. Donc, ils ont un peu du zèle. C'est les zélés qui font un peu ça. Moi, je vois par exemple dans les motos-taxis à Douala, mais ce qui se passe, c'est que c'est les responsables, c'est un responsable de l'administration qui fait le désordre. Ce n'est pas les motos. Qui entretient tout ce qui se passe. Qui entretient tout ce qui se passe, alors qu'il est censé maintenir de l'ordre, mais c'est lui qui est dans le système pour foutre la main, excusez-moi le terme. Donc, quelque part, les gens essaient de se mettre en évidence parce qu'ils attendent quelque chose de particulier. Et c'est là où ça pose un problème, ils ne respectent plus ce qu'ils doivent faire. Parce que la liberté de presse qu'on a dans notre pays, vraiment, je crois que, sauf vraiment des gens qui ne connaissent des sourds, des aveugles qui ne peuvent pas lire, des sourds qui n'entendent pas, nos journalistes vont très loin. Ils vont même très loin, d'autres vont jusqu'à même injurier, ce qui n'est pas normal, je n'encourage pas ça. Mais ce qui est sûr, c'est que d'un côté, l'État doit peut-être aménager, aider cette corporation à avoir ses matières premières, papier, tout ça, sans taxes, sans douane et autres, et que de l'autre, les responsables de communication, d'entreprises de communication, essaient de respecter le code du travail en essayant de payer normalement leurs employés. Parce que vous voyez, quand vous mettez les caméramens, des reporters en mission, et que vous ne donnez pas de frais de mission, ils sont obligés d'aller courir derrière les responsables qui sont interviewés pour payer le taxi. C'est pas normal. Donc je crois que chacun a sa part de responsabilité. Si on commence déjà par là, que l'administration facilite les choses à ses responsables et que de l'autre côté, eux aussi essaient de respecter les codes et tout du travail, je crois que ça va relever un peu ce niveau. Il y aura moins de déchets et je crois que ça va améliorer tout le système. Très bien. Merci donc à vous, très chers messieurs, d'être là. Je signale que nous allons recevoir dans un instant le sénateur suppléant Samuel Motte. On va s'intéresser à présent à la première thématique de cette édition de Droit de réponse. Vous avez bien suivi à l'entame de cette émission que la presse, du moins une bonne partie, s'est intéressée aux actions, au mieux aux actes du Premier ministre chef du gouvernement. Et s'est même surtout intéressé à cette personnalité, Philémon Yang. Alors, qu'est-ce qui peut susciter un tel intérêt, selon vous, Edmond Kambia? Oui, ce qui se passe au sein du gouvernement actuellement est un véritable cafouillage. C'est la confusion totale. On a même le sentiment que le pays n'est pas gouverné. Et ça me rappelle l'ouvrage à succès du sénateur Pierre Flamon-Gayab, Cameroun qui gouverne. Qui gouverne au Cameroun avec ce qui se passe entre le Premier ministre et au moins 4 de ses ministres qui semblent lui reprocher, n'est-ce pas, le laxisme, la passivité, l'engourdissement, la nonchalance. L'inertie pour certains. L'inertie en réalité. En tout cas, tout cela se résume à l'inertie. Et c'est peut-être lié aussi à sa personnalité. Mais également, il faut comprendre que le Premier ministre au Cameroun a une marge de manœuvre très courte. Parce qu'il doit répondre et attendre que des instructions lui viennent, notamment de la présidence de la République, à travers le secrétaire général de la présidence. Donc la machine est lourde. Il y a des lourdeurs administratives qui ne dépendent pas de lui. Mais en dehors de ces lourdeurs administratives qui sont liées au système, à la manière de gouvernance du Cameroun, il faut dire qu'il a laissé véritablement, j'allais dire, un grand couloir à ses ministres, pour que ces ministres lui manquent de respect. Je voudrais signaler tout simplement le cas qui se passe au niveau du ministère des Arts et de la Culture. C'est effroyable tout ce qui se passe là-bas. On a vu, n'est-ce pas, une ministre aller dans son village natal, organiser des cérémonies, créer une société de droits d'auteur. Mais c'est grave. Et pendant ce temps, une commission avait été mise sur pied par le Premier ministre qui s'occupait du même problème. Alors on est où là? Pour parler comme au quartier, on est dans une situation qui n'a pas de sens. Il faut donner un sens, non seulement à la gouvernance au Cameroun, mais également un sens à l'autorité de l'État. Parce qu'au moment où nous sommes, le Cameroun semble avoir perdu, c'est-à-dire l'autorité de l'État s'est suffisamment dégradée à travers la fonction du Premier ministre, que même à travers des médias, j'ai vu dans une chaîne concurrente ici, un artiste, un musicien, qui était, n'est-ce pas, à Bangui, traiter le Premier ministre de tous les noms, d'oiseaux, ce qui ne se fait pas. Même s'il a un problème personnel avec le Premier ministre,
il doit garder une certaine hauteur pour s'exprimer, pour parler de ce Premier ministre avec beaucoup de respect. Donc, si on en arrive là, c'est parce que le Premier ministre n'a pas joué son rôle. Alors, et la faute ne lui revient pas tout seul. La responsabilité est partagée. Je voulais chuter à ce niveau pour dire que la conséquence, c'est la conséquence non exécutée du discours du 31 décembre 2013. Si le chef de l'État, au terme de son discours du 31 décembre 2013, avait tiré toutes les leçons de ce discours historique, où il avait constaté les dysfonctionnements, l'absence de coordination dans l'activité gouvernementale, on n'en serait pas là. On aurait peut-être un autre Premier ministre, on aurait un autre gouvernement, on aurait un réaménagement gouvernemental avec des hommes plus aptes, peut-être plus compétents, avec un nouvel esprit. Et je crois que beaucoup d'initiatives auraient permis au gouvernement de réaliser beaucoup de projets, malheureusement, qui sont restés ainsi sans suite. Alors, Robert Boutambassa, qu'est-ce qui peut motiver la presse à interroger le fonctionnement ou même la gouvernance? Elle manque quand même tout à l'heure à citer des cas de ministres qui se sont comme révoltés face au Premier ministre. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien motiver la presse aujourd'hui à s'intéresser au fonctionnement entre le chef du gouvernement et les responsables, bien les ministres de ce même gouvernement? Ben, la presse, elle est là pour écrire, pour la presse écrite, la télé, la radio, il faut bien informer, elle éduque aussi les populations à sa manière. Pour revenir sur cette situation, moi je pense que un Premier ministre partout dans le monde est infusible. C'est clair que partout dans le monde, il y a un Premier ministre, c'est infusible. Il y a un fusible dans un circuit électrique fait pour griller quand il y a surtension. Okay? Donc à partir de ce moment, on voit bien clairement que le Premier ministre ne veut pas griller. Il y a surtension, mais il ne veut pas griller. Parce qu'il doit prendre ses responsabilités. On a eu des premiers ministres au Cameroun qui ont tapé du poing sur la table. Ils ont fait partie des ministres. Je prends l'exemple du ministre Moussanga, le premier ministre Moussanga. Il y a des ministres qui faisaient pareil. Et il a tapé du poing sur la table. Il y a 3 qui sont partis à sa demande. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Tout le monde n'est pas avec des aptitudes d'ascendance et au commandement. Il y en a qui, à force, qui travaillent. Mais quand vous prenez le profil du Premier ministre actuel, c'est quelqu'un qui est très pondéré. C'est un ancien de l'ENAM. Et on sait bien que les NAM ne font pas forcément des gens à poigne. Il y en a quelques-uns, mais ils arrondissent beaucoup plus les angles. Et puis sa formation de 20 ans de diplomate l'a amené à arrondir les angles pendant 20 ans. Il essaie d'arrondir au Premier ministère. Et forcément, il y a des choses qui échappent. Donc, quelque part, je pense que le système tel qu'il est organisé, il a dit tout à l'heure, le Premier ministre ne peut pas tout faire. Il y a des choses qui ne sont pas faites forcément à son niveau. Je ne suis même pas sûr que ce problème de création de société de droits d'auteur vient vraiment du Premier ministre lui-même, ça peut être ses collaborateurs. Parce que vous savez, dans ces ministères, il y en a qui sont assez puissants. Je ne veux pas citer les noms. Pour ce qui concerne la société qui a été créée en Bengui, je vous rassure, madame la ministre de l'Agriculture elle-même n'était pas au courant. Ce n'est pas elle qui a créé. Elle est en Bengui pour une cérémonie. Et puis, Roméo Dika et ses amis partent créer une structure. Et elle est mise devant le fait accompli par le préfet. Et je crois que c'est le gouverneur qui sont venus lui dire, mais tiens, il y a une société qu'on est en train de créer. Elle-même était surprise. Et elle reçoit une demande d'explication. Elle dit, bon, ok, laissez-moi quand même essayer de voir d'où tout ça vient pour répondre. Donc, ce n'est pas elle qui a créé. Elle a subi une situation. Comme vous avez dit, comme l'a dit tout à l'heure, un artiste qui s'est permis de traiter le Premier ministre de tous les noms. Bon, si là, c'est problème privé, il peut les gérer autrement. Il n'a pas besoin de mettre le Premier ministre à la vindicte populaire parce qu'il va tout faire passer un syndicat. Ça ne passe pas. Je crois que le Premier ministre lui-même, il est pondéré, il est un peu trop pondéré. Il devait taper du poing sur la table et mettre de l'ordre. Alors vous estimez que ce n'est pas la bonne personne, le bon profil comparativement à ses prédécesseurs? C'est le chef d'État qui désigne, déjà que le Premier ministre n'est pas élu. Okay? Il est nommé par le chef de l'État. Le chef de l'État nomme des gens en fonction de ses objectifs. Si l'objectif du chef de l'État était de mettre un Premier ministre à pondérer diplomate, parce qu'il a besoin peut-être de quelqu'un qui va essayer de l'assembler, il peut désigner un comme son tempérament n'est pas, c'est pas un homme expansif, c'est un homme très réservé. Et si le ministre de Travail se plaint qu'on n'a pas signé le décret d'indemnisation depuis des années, bon, peut-être que dans le dossier, il y a des choses qui ne sont pas claires et que le Premier ministre ne veut pas
claquer son fusible sur ce dossier. Il faut aller voir, il ne faut pas penser que ceux qui parlent trop ont raison forcément. Hein. Je veux dire que c'est un poste assez délicat et il n'a pas le droit de faire tout ce qu'il veut comme il veut. Il y a la hiérarchie au-dessus, il y a la présidence de la République qui est aussi joue son rôle là-dedans, parce qu'à regarder de très près, il y a des choses qui viennent parfois de très haut, on dit premier ministre, parfois ça vient de plus haut. Donc quelque part, nous ne sommes pas dans ces postes pour pouvoir répondre. Le premier ministre est seul bien placé pour dire ce qui se passe, donc on ne peut qu'analyser, essayer de voir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un poste où de temps en temps, on doit pouvoir taper du poing sur la table et demander à la tête des ministres qui ne veulent pas respecter les lois, les règlements, les procédures, et surtout, respecter le droit de naissance. Le premier ministre, c'est quand même l'aîné de très loin de Mme Amatoutou. Même si on le fait en Afrique, elle n'a pas à lui faire des bras de fer avec lui. Très bien. Alors, on va dire bonjour à Samuel Maud. Bonjour. Bonjour Sandrine. Je voudrais m'excuser auprès des téléspectateurs. C'est fait déjà. On est très content de ce que vous nous aviez retrouvé sur ce plateau. Alors, vous arrivez lorsque nous évoquons la question qui intéresse la presse ces derniers temps, elle qui s'intéresse et s'interroge même sur les actions du Premier ministre. La presse qui a quelquefois reproché au Premier ministre d'être un peu inerte, on a dit, un peu laxiste, un peu passif pour certains. C'est un portrait ou un profil que la presse ne se gênerait pas à évoquer, selon vous? Disons, le profil, je les laisse le libre soin de faire le profil qu'ils veulent, mais le métier d'auditeur qui est le mien m'inspire à beaucoup plus de pondération et surtout de retenue et de réserve. Il est très facile de juger quelqu'un comme ça, notamment quand on a fait un seul aspect des choses, il est très facile de juger. Sauf que le recoupement des informations également peut vous faire apporter des démentis souvent, peut vous apporter des démentis cinglants. C'est-à-dire que se focaliser uniquement sur un aspect qu'on pense avoir perçu comme étant en situation de dysfonctionnement sans avoir fait des recoupements nécessaires pour nous apporter à des jugements hâtifs. Moi, je ne voudrais pas rentrer. Est-ce que la presse avait besoin de recoupement? On va dire ça comme ça. Dans ce cas, lorsqu'on évoque on a besoin, je m'en tiens uniquement à ce que les deux interlocuteurs qui me précèdent ont dit. Il y a un qui semble m'avouer que la création notamment de ce nouvel, comment on a vous appelez ça, de cette nouvelle société de droit d'auteur n'est pas du fait du ministère de la Culture. Il y a celui qui précédait avant qui disait ces deux sont faits. Et donc ça vous demande souvent des recoupements. Et beaucoup plus, et c'est ce que j'essaie toujours de dire aux gens, c'est beaucoup plus pour vous protéger vous-même, vous qui formulez un jugement. C'est de dire, une fois que j'ai perçu quelque chose, j'essaie de faire des recoupements nécessaires pour que mon affirmation ne puisse pas être démentie par la suite. Ça, c'est la première chose que je dois faire. Et donc, d'un plateau de télévision, d'un poste, je ne sais pas moi, de rédacteur en chef d'un journal, fut-il de très grande valeur, ne peut pas nous amener à faire des jugements de cette nature sans avoir fait des recoupements. Je les laisse le soin des affirmations. La seconde chose que je voudrais dire également, c'est qu'il faut souvent également, même s'il y a eu des dysfonctionnements, le temps sait également nous apporter des solutions à un certain nombre de problèmes. Et ne pensez pas, en ce qui concerne la gestion des hommes, d'une sensibilité, opération d'une sensibilité assez grande, ne pensez pas que chaque fois que vous allez avoir un dysfonctionnement, y compris dans votre foyer, Sandrine, chaque fois que vous allez avoir un enfant qui va faire un écart de comportement, vous allez monter sur les toits du monde pour pouvoir commencer à crier et pour pouvoir prendre des mesures radicales. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça demande que l'on prenne du temps de juger, déjà, premièrement, pour la personne qui prend déjà cette responsabilité-là de trancher, de juger et d'apporter une solution éclairée. Parce que si vous le faites également sous le coup de l'émotion, vous allez prendre de mauvaises décisions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, il me parlait tout à l'heure d'un diagnostic qui avait été formulé par le chef de l'État en son temps. Laissons également à la personne qui fait le diagnostic le soin de nous apporter des solutions nécessaires. Très bien. Alors, Anissé, la presse ne donne-t-elle pas l'impression que la cohésion gouvernementale souffre quelque peu ces derniers temps? Monsieur Ambassa est un équilibriste de feu, parce que je ne comprends pas. Ce qui se passe avec le Premier ministère, c'est lié au fonctionnement du régime. Il y a nomme le Premier ministre, nomme ses ministres, le Premier ministre ne sait pas qui on nomme les ministres. C'est du ressort exclusif du chef de l'État. Quand on dit qu'avec la concertation du Premier ministre, c'est faux. Il nomme ses ministres comme il veut, sans aucune concertation avec le Premier ministre. Il leur confie même des dossiers sans aucune concertation avec le Premier ministre.
la direction du gouvernement se fait... Comment vous le savez, Anissé Kane? Tout le monde le sait. Ils font de l'équilibrisme. Puisque c'est bien dit sur proposition du chef, du Premier ministre chef du gouvernement. Évidemment. La direction du gouvernement se fait au secrétariat général de la présidence de la République. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que le véritable Premier ministre, c'est le secrétaire général de la présidence. Donc vous comprendrez aisément que les tempéraments rentrent pour très peu dans ce qui se passe dans la cohésion gouvernementale. Sinon, ce serait inadmissible que le Premier ministre, s'il avait une certaine autorité, accepte des choses comme ça sans démissionner. Il sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Il le sait. Ça s'accentue aujourd'hui, ça prend des proportions importantes parce que le régime est en déliquescence et qu'il tire vers la sortie. Donc forcément les choses s'amplifient, les gens prennent plus d'aise, se disant que bon, ça va claquer d'un jour ou l'autre. Le sénateur demande que c'est pas une question d'émotion. Vous voyez, ce qui se passe est la conséquence logique du fonctionnement de ce système, qui est un régime super présidentiel. C'est-à-dire que tout se passe à Etoudi. Voyez-vous, comment pouvez-vous imaginer que les propres collaborateurs du Premier ministre ne sont pas ceux qu'il a choisis? Tout le monde le sait. Monsieur Ambassa, vous savez bien que les collaborateurs du Premier ministre ne sont pas choisis par le Premier ministre. Vous le savez. Pourquoi vous vous étonnez alors que des dossiers, des dysfonctionnements soient dans le gouvernement de la République du Renouveau? C'est le contraire qui aurait dû nous étonner s'il y avait une certaine cohésion. Parce que c'est un gouvernement formé de clans politiques. C'est des clans. Et tout ce qui se passe, c'est le résultat de la guerre des clans qui s'amplifie parce qu'on tire vers la fin, monsieur Ambassa. C'est tout. Et on verra des choses peut-être plus extraordinaires. Plus extraordinaires. Là, c'est peut-être une petite dispute à la presse. Moi, je vous prédis qu'il y aura des choses plus dangereuses dans ce gouvernement-là avant la fin de ce régime. Robert Moutambassa. Oui, merci de me donner la parole parce que vous savez, le président, et quand il est bon, on sait, il joue un peu son rôle aussi. Hein, et vous rôle d'équilibriste. Non, disons qu'il fait partie de l'opposition et il doit s'opposer, c'est normal. Et quand on s'oppose, quand il prend des positions, le pouvoir quand même d'une bonne oreille écoute, et ce qui est bon dedans on prend, et ce qui n'est pas bon on peut laisser. Donc je pense qu'il a bien dit quelque chose qui est clair, net et précis. Nous sommes dans un régime présidentiel, pourquoi? C'est le chef d'État qui est élu par les Camerounais. Ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas les ministres, ce n'est pas les DG. Tous ceux-là ont une délégation de pouvoir du chef de l'État. Et c'est normal que le chef d'État veille à ce que la délégation de pouvoir est bien utilisée ou pas. Sinon, s'il laisse le Premier ministre faire comme il veut, alors qu'il n'est pas élu par le peuple, c'est le président qui va aller se présenter devant le peuple, évidemment, il va gaffer, et c'est le président qui va payer les pots cassés. Donc c'est normal qu'il y ait un secrétaire général de la présidence qui est fort, qui est un peu l'administration du chef de la présidence, du chef de l'État, qui contrôle de très près ce qui se fait au niveau des ministères. Le Premier ministre, c'est quelqu'un qui est là pour animer l'action gouvernementale, s'assurer que la politique définie par le chef de l'État est appliquée par ses ministres. Et à ce niveau, il est capable de censurer un ministre, demander sa tête et prendre des mesures pour aller dans les objectifs fixés par le chef de l'État. Maintenant, il ne va pas être Premier ministre pour faire son gouvernement comme il veut. Maintenant, par rapport au gouvernement, c'est clair qu'il y a des postes dans le gouvernement qui sont du ressort du président. La défense, l'administration, la sécurité, la sûreté, les affaires étrangères, partout dans le monde. C'est le ressort c'est le domaine réservé du chef de l'État. Bon, maintenant, un Premier ministre qui est en fonction, quand il part en consultation pour faire un gouvernement, il fait des propositions. Et le président est le seul élu qui choisit dans les propositions qu'il fait. Il peut en prendre quelques-unes et refuser d'autres. C'est normal. Moi, je ne vois pas de dysfonctionnement dans ça. C'est le seul qui est élu et c'est lui qui se présente devant le peuple. Alors, Elman Kanga, qui sert finalement tout ce que la presse présente? On l'a dit tout à l'heure, la presse qui a estimé dans un premier temps que le Premier ministre est quelque peu défié par certains de ses ministres et quelquefois la presse qui s'interroge aussi sur un sursaut tel qu'on l'a signalé tout à l'heure en début de cette émission, un sursaut du Premier ministre. Alors à qui cela sert finalement? Mais tout ce qui se passe montre simplement que le Cameroun n'est pas bien gouverné.
Moi, je pense que c'est la leçon qu'il faut tirer de l'affaire. Le Cameroun n'est pas bien gouverné. Il a déjà gouverné. Et il est gouverné, mais pas bien. Ah. il est gouverné, mais pas bien. Il n'est pas bien gouverné, parce que s'il était bien gouverné, on ne verrait pas ce qui se passe. Que la presse déplore, notamment. Je voudrais dire que le chef de l'État n'aide pas son Premier ministre. Parce que, normalement, dans une telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? J'imagine forcément que le Premier ministre a dû faire un ou des rapports à sa hiérarchie sur la situation qu'il vit avec un certain nombre de départements ministériels. Et il revient à la présidence, au chef de l'État notamment, au président de la République, de prendre les dispositions qui s'imposent pour faciliter le travail de son Premier ministre. Et parmi les dispositions, parmi les mesures à prendre, c'est quoi? C'est de sanctionner efficacement en limogeant un ministre qui empêche le Premier ministre de jouer son rôle de coordonnateur de l'activité gouvernementale. Mais depuis 2013, il ne l'a pas fait. Depuis 2 ans. Peut-être le Premier ministre ne s'est pas plaint aussi. Non, je suis sûr qu'il l'a fait. Le connaissant, parce que j'ai fait des études de diplomatie, je sais qu'il a fait 20 ans à la tête d'une ambassade, je sais forcément qu'il a dû le faire. Et que tout ce qu'on lui reproche, j'ai dit au début qu'il y a une responsabilité partagée. Je suis certain qu'il y a une partie de la responsabilité qui ne lui revient pas, qui revient à sa hiérarchie, qui ne l'aide pas à gérer le problème. Mais cela dit, comme tout à l'heure, M. Mais comment la hiérarchie du Premier ministre devrait-elle l'aider à gérer un problème? Si le Premier ministre a été nommé à cette fonction, c'est peut-être parce que cette hiérarchie a justement trouvé qu'il avait toutes les potentialités, tout le management, toute la poigne nécessaire pour gérer à bon escient les autres membres du gouvernement. Oui, à ce moment-là. Mais actuellement, on se rend bien compte qu'il a des difficultés à implémenter la politique définie par le président de la République. C'est tout à fait clair. Et plus les mois, plus les semaines, plus le temps avance, plus les problèmes se consolident et pourrissent au niveau des départements ministériels, des travaux publics, des arts, la culture et des 2 autres ministères. J'ai dit, il y a au moins 4 départements ministériels où il y a une véritable pourriture. Et ça ne peut pas continuer ainsi. Un pays ne peut pas continuer à évoluer dans ce sens. Je voudrais terminer en disant qu'il y a un problème plus important encore qu'on a tendance à ignorer et qui est fondamental, et ça rejoint la préoccupation d'Anissé et Kane ici. Il parlait de bataille dans le sérail. Je dis oui, il y a même la guerre dans le sérail. Il y a une bataille réelle. Vous savez, en attendant les élections de 2018, il va se passer beaucoup de choses dans ce pays. Et il y a une institution qui est importante. Parmi les institutions qui auraient dû être mises sur pied de la Constitution de janvier 1996, il y a le Conseil constitutionnel qui n'est pas mis sur pied. Or, c'est la principale institution de régulation des autres institutions dans un pays qui se respecte. C'est la seule institution, n'est-ce pas, qui organise, qui joue un rôle principal dans la dévolution du pouvoir en cas d'empêchement, de décès ou de démission du président de la République. Je ne vous informe pas en vous disant que les personnes qui nous dirigent aujourd'hui ont un âge assez élevé et tout peut arriver à tout moment. Donc, il est fondamental qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel soit mis sur pied. Parce que c'est ce Conseil constitutionnel qui va constater la vacance et permettre éventuellement au président du Sénat de jouer également son rôle pour que la transition politique au Cameroun soit pacifique. Sinon, on s'achemine vers un véritable chaos. Alors, d'abord avec Samuel Motte, est-ce que finalement le Premier ministre a quelquefois manqué de points tel que Robert Moutamba l'a signalé? Faut-il forcément battre le fer lorsqu'il est chaud? Faut-il forcément frapper du poing sur la table pour amener ses ministres, vu au-dessus de tout le monde? Première chose, premier élément de réponse, je voudrais dire à Anissé Kane que ce serait illusoire que dans un régime présidentiel, que l'on pense que le pays doit être géré de manière collégiale, tout au moins entre le Premier ministre et le Président de la République. Je ne suis pas du collégial. Si vous voulez changer de régime, vous nous avisez à ce moment-là, on va en parler. Non, on le dit depuis dans un régime, qu'on veut changer de régime. On pourra en parler dans le cadre de notre émission à Nice. Dans le cadre d'un régime présidentiel, il est évident que c'est le Président de la République qui nomme le Premier ministre. Et bien entendu, sur la base de suggestions, de ce Premier ministre-là, un certain nombre de personnalités peuvent être amenées. Lui-même ne savait pas s'il a été nommé. Deuxièmement, en ce qui concerne Edmond Kamga, j'ai tendance à dire il ne peut pas, sur la base d'une fiction que lui il établit,
penser que le Premier ministre va se plaindre auprès du président de la République pour demander la tête d'un gouvernement, d'un ministre. Ça, c'est les deux choses. Mais pour être équitable également, je voudrais m'appesantir sur les rôles des uns et des autres, généralement quand on est appelé aux fonctions. Ce qui est communément admis au Cameroun, c'est que généralement quand on a été nommé, on dit j'ai eu un poste. Je crois qu'en ce qui me concerne, en tant que républicain, on dit je suis appelé à des responsabilités. Mais donc lorsqu'on est amené à des responsabilités, on doit assumer cette responsabilité-là de manière pleine et entière. Je veux dire par là que normalement si on est Premier ministre, on est ministre, on est directeur général d'une société, on doit être amené à assurer la plénitude de sa fonction telle qu'elle est décrite, soit par des textes organiques, soit par une constitution. Donc je ne vois pas le Premier ministre s'embarrasser d'un certain nombre de cœurs en disant la constitution me reconnaît ça, les textes réglementaires me reconnaissent ça, et penser que sur la base d'un certain nombre de problèmes de mollesse, va se décharger, va se dépouiller de ses responsabilités. À la date d'aujourd'hui, ce Premier ministre-là, il est là depuis un moment quand même. De manière très officielle, il ne s'est pas plaint de quoi que ce soit. Edmond Kangwa s'imagine des plaintes éventuelles. Pour l'heure, on n'a pas eu de plaintes. Et donc, je pense également que comme c'est quelqu'un... Non, je pense également que comme c'est quelqu'un de responsable, ce qui c'est que être appelé aux responsabilités, non pas dire j'ai gagné le poste de Premier ministre et donc je peux m'en contenter, même si c'est une coquille vide. Comme c'est quelqu'un de responsable, il aurait dit à un moment donné, si ça ne marche pas tel que je le veux, je peux également demander que lorsqu'il soit remplacé, ou alors qu'il me mette ma démission à la balance contre la tête des ministres. Pour l'heure, on ne l'a pas encore observé. Et ne constituons pas des fictions sur la base. Encore une dernière fois, je ne veux pas m'élever, mais de ma petite compréhension, il serait totalement suicidaire qu'un ministre de la République aille à l'encontre, c'est ce qu'ils ont dit jusque-là, aille à l'encontre d'une certaine des décisions qui sont prises par la Cour suprême, premièrement, et ce serait également doublement suicidaire pour un Premier ministre de tenir tête, un ministre de tenir tête à son Premier ministre. Ces gens-là, à la date d'aujourd'hui, je leur donne un minimum de raison, un minimum de pondération, un minimum de sagesse, et je me dis, s'il y a un certain nombre de choses qui sont prises, c'est en toute connaissance de cause. Et donc, sincèrement, nous sommes à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur du gouvernement. Soyons pondérés dans nos jugements. Voilà, c'est tout ce que je... Alors, Anissé Kane, peut-être pour sortir de la question, la presse a relayé ce que l'on peut appeler comme des conflits entre le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. On a parlé de l'annulation de ces actes de Essimi Meunier cette semaine, avec le ministre de la Culture, avec le ministre des Travaux publics. Une seconde, Sandrine. Qui a annulé les actes du ministre? On parle bien du Premier ministre qui a fait savoir que... Double manifestation de la mollesse. On peut continuer. Qui a parlé de vice de forme. Voilà, il faut bien préciser, de vice de forme et de procédure pour les nominations au sein de ce ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Alors, on a évoqué également le ministère de la Culture avec la création d'un comité ad hoc qui devait se charger de la gestion des droits d'auteur, alors que notre société de gestion des droits d'auteur a été créée à Bangui, le ministre des Travaux publics qui s'est également insurgé, du moins ce que la presse a relayé cette semaine, de ce que le Premier ministre bloquerait des indemnisations pour la construction de la route Samelima-Wesso, en précisant que le Cameroun, où les travaux engagés par le Cameroun sont à 40%, alors qu'au niveau du Congo, on est déjà à plus de 90%. Et puis antérieurement, la presse qui a évoqué les conflits qu'il y aura entre le Premier ministre et le secrétaire général de ce même Premier ministère, lui, Paul Moutazé. Vous direz que ça en fait trop. Ça dit la parole n'est pas à moi, mais quand même, vous venez de faire l'étalage de la mollesse. Hein. C'est-à-dire qu'un Premier ministre qui dit ça ne peut pas se faire parce qu'il y a telle chose qui n'a pas été respectée, je bloque. Je n'ai pas la parole, je le laisse. Je pourrais revenir éventuellement. Le point de vue du sénateur Bott et du ministre ambassade laisse penser que Paul Biya ne regarde ni la télévision, ne lit pas la presse, et ailleurs. Parce que sinon, il devait savoir qu'il y a des conflits. C'est la première chose que je dis. La deuxième chose, tout le monde sait que tous les vendredis, le Premier ministre est en audience chez le chef de l'État. Sauf si il ménage ceux qui l'attaquent, il doit lui avoir fait un compte-rendu exhaustif de la situation qui prévaut dans le pays. Quand on dit ces deux choses, on conclut une seule chose. Soit le président estime que c'est normal qu'il y ait des luttes de clan au sein de son gouvernement, soit qu'il pense que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Parce que sinon, s'il est au courant, le minimum, ce serait qu'il prenne une décision
pour empêcher que cela se développe, d'autant plus que ce n'est pas la première fois. Comme ce n'est pas la première fois, on doit donc se dire que ça doit arranger le fonctionnement du régime, cette cacophonie, celle de clans, etc. Ça fait partie du fonctionnement du régime au Cameroun. On dit souvent que notre pays est une curiosité planétaire. Il est vraiment une curiosité planétaire. Nulle part ailleurs, on ne voit ce qu'on voit dans le pays. La troisième que je vais dire, excusez-moi, mais le sénateur monte, mais quand même, ce que raconte la presse, ben, ils ne vont pas chercher ça à la lune. C'est des choses vues et entendues. La création nuitamment de cette structure, ben, elle est là. Le fait que le ministre des Arts et de la Culture refuse d'appliquer une décision en Cour suprême, tout le monde le sait, y compris le chef de l'État, même s'il ne regarde pas la télévision. Alors on est en droit de se demander, est-ce que c'est le fonctionnement normal d'un régime présidentiel? Apparemment, d'après le sénateur Mott, un régime présidentiel fonctionne comme ça. C'est-à-dire que comme c'est un régime présidentiel, le président fait ce qu'il veut. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il y a quand même des règles dans le fonctionnement d'un régime présidentiel. Donc on est au Cameroun, mais on est aussi dans une république. Dans une république et dans le monde, on voit ce qui se passe ailleurs. Vraiment là. C'est pas ce que j'ai dit. Pour conclure, je dirais que ce qui se passe aujourd'hui, je dirais que c'est le prélude à des choses beaucoup plus grave. Je ne suis pas Madame Soleil, mais vous voyez, avant la pluie et l'orage, le ciel s'assombrit. Donc on peut prévoir que la pluie arrive. Alors j'ai juste en 30 secondes pour nous permettre de migrer vers un autre sujet. Allons-y, vous voyez, le président est quand même beaucoup de mauvaise volonté dans son argumentation. Dans son tableau qu'il peint. Bon, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, il est dans l'opposition, il s'oppose. Il y a un autre qui fait pareil, c'est Foupoussi. Il n'a jamais rien trouvé de bon au RDPC, mais on est là. Bon, ce qui est sûr, c'est que... là. On le voit bien que vous êtes là. Oui, concerne le Premier ministre, je crois que les nominations du ministre de l'Agriculture, la création, je ne sais pas, la commission du ministre des Arts et de la Culture, tout ça, je pense que dans une émission comme celle-ci, peut-être en sortant de là, on peut aussi faire des propositions d'amélioration parce que vous voyez, il n'y a pas de problème sans solution. Parce que quand vous voyez un peu comment ça, quand un ministre fait des propositions de nomination et que 2 ans après, 3 ans, il n'a pas reçu le quitus, il faut se poser des questions. Et des questions sur le fait qu'il n'y a pas de retour. Soit retour en négatif ou en positif, mais il n'y a pas de retour. Alors, vous ne voulez pas dire des questions sur le fonctionnement du régime? Non, pas du régime, c'est le fonctionnement d'un ministère. Un ministère a des objectifs, comme le ministre de l'Agriculture, il veut aller vite, en attendant peut-être ces propositions ne reviennent pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de désigner de façon provisoire, pour permettre qu'il puisse atteindre ses objectifs, sinon il ne va pas les atteindre et on va dire qu'il a échoué alors qu'il n'a pas eu tous les moyens de travail. Donc moi je crois que dans ce genre de trucs, au niveau de l'État, on peut reformer un certain nombre de choses, par exemple, ce genre de propositions qui viennent des ministres, parce que quels que soient les postes, jusqu'au poste d'inspecteur, tout part quand même du ministre, même si c'est signé par le Premier ministère ou la présidence. Donc on peut mettre des délais. Quand le ministre fait des propositions et que 2 mois après il n'y a rien, c'est considéré comme acquis et il passe. Alors, pour pouvoir travailler. Ça pas parce qu'il faut aller contre la République, mais il faut travailler, il faut avancer. Vous avez des objectifs, vous avez peut-être les moyens financiers, vous n'avez pas de ressources humaines et vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Alors, donc, quelque part, il y a une réforme globale qui concerne un peu tout le monde. On ne peut pas accuser ni la présidence, ni le Premier ministre, ni non. Il y a une réforme globale qu'il faut voir de manière à rendre certains dossiers expéditifs. Le ministre des Travaux publics a besoin d'indemniser pour lancer les travaux. Ça fait 3 ans qu'il attend. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on peut dire dans ce genre de dossier, quand il fait la proposition, si au bout de 3 mois, il n'a pas de retour, c'est considéré comme acquis et là... Mais Samuel me dira quand même qu'il y a des conseils de ministres qui existent. Non, mais il y a des conseils de ministres qui existent, mais le point d'indemnisation dont il parle, je ne voulais pas dire je, mais j'ai suivi des processus d'indemnisation dans ce pays qui ont été détournés. Et quand on vous dit qu'on prend du temps pour pouvoir s'assurer que les personnes qui seront indemnisées ont été des victimes, on ne va pas commencer à crier pour cela. Soyons sérieux. Non, le temps, l'émergence a J'ai suivi. Bon, ce n'est peut-être pas un secret professionnel. Mais c'est que, par exemple, lorsqu'on faisait des drains, lorsqu'on faisait cet acte-là qui dessert à la date d'aujourd'hui, je ne sais pas, Mambopi, on a dû s'y prendre à 2 fois
pour savoir quelles étaient les véritables victimes pour qu'ils puissent être indemnisés. Donc quand le gouvernement dit à un moment donné, je prends du temps pour m'assurer que les indemnisations iront aux bonnes personnes, on ne va pas penser que c'est source de lenteur. C'est tout simplement une bonne décision qui doit être mûrie de telle manière à apporter une solution équitable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Et la deuxième, très rapidement... Oui, très rapidement, puisque nous sortons du sujet, Anissé. Si à l'intérieur d'une organisation, vous avez des gens qui s'entendent et qui ne se disputent pas un certain leadership, ça veut dire que l'organisation meurt. Lorsque vous avez une pléiade de sommité à l'intérieur d'un gouvernement et que vous attendez que tout le monde s'entende, ou que chaque fois qu'il y aurait des problèmes de discussion, très souvent orientés vers des idées, ou alors comment on gère un projet, vous envoyez un signe annonciateur de, je sais pas moi, de l'apocalypse, je suis désolé. C'est tout à fait normal qu'à l'intérieur, qu'il y ait des gens à un moment donné qui cherchent à prendre, qui cherchent à prendre des leaderships sur les autres, et que de temps en temps qu'on discute. Tout simplement, ce qu'on peut demander aux uns aux autres, c'est de dire, vous respectez la République et vous devez également respecter l'organisation. La cohésion, c'est aussi. Alors, je vous propose à présent de nous arrêter sur la deuxième session de la conférence des chefs d'État de la CEMAC qui s'est tenue à Libreville au Gabon cette semaine. Alors, Emma Kamga, la presse donne quelque peu le sentiment d'être un peu mitigée sur les résolutions de cette deuxième session de la CEMAC. Elle s'est intéressée d'une part au projet RCEMAC et d'autre part à la libre circulation des biens et des personnes. Alors, sentiment mitigé pour la presse, pourquoi? Oui, parce que d'abord, sur le premier point, concernant RCEMAC, vous avez vu, il y a unanimité générale sur la question. C'est-à-dire, il était temps d'en finir avec ce dossier. Parce qu'il y a eu faillite et échec total sur le fonctionnement d'RCEMAC. Donc, il ne fallait plus que les chefs d'État passent le temps à se retrouver pour ne pas appliquer ce qu'eux-mêmes ont décidé concernant une ligne aérienne de la sous-région. Là, ils ont bien fait de dire que ce dossier, on ne peut pas, on met ça de côté. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est la deuxième résolution qui concerne, n'est-ce pas, la libre circulation des biens et des personnes sur le territoire communautaire. Et en ce qui concerne ce dossier précis, ils ont dit, et ce n'est pas nouveau, qu'il faudrait que tous les ressortissants des pays de la CEMAC puissent, sans visa, n'est-ce pas, se rendre dans chacun des pays sur le territoire communautaire, mais munis d'un passeport biométrique, d'une carte d'identité nationale biométrique, d'un passeport CEMAC biométrique homologué. La décision est exécutoire, c'est-à-dire dès l'instant où le communiqué a été signé. Le communiqué a été signé, il faudrait l'appliquer. Bien entendu, vous savez qu'on ne peut pas l'appliquer immédiatement parce qu'eux-mêmes ont posé les conditions. C'est-à-dire qu'il faut avoir ces documents biométriques qui n'existent pas encore. Écoutez, oui. J'ai dit, il n'existe pas encore pour toutes les populations de la sous-région. Si vous pouvez me confirmer qu'au jour d'aujourd'hui, les populations du Cameroun, du Congo, de la Guinée équatoriale... Certainement pas pour les populations riveraines. Je le dis. Certainement pas. Non, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse la langue de bois. Parce que c'est à cause de la langue de bois que la CEMAC n'a pas pu atteindre l'intégration. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je suis satisfait d'une chose, au moins, que cette décision ait été prise dans l'un des deux pays qui sont réfractaires à l'intégration. C'est-à-dire, c'est Ali Bongo, président du Gabon, qui, en passant le témoin, Théodore Obiangema, le principal pays réfractaire à l'intégration dans la sous-région, et qui va assurer... Laisse-moi un commentaire un peu tendancieux. Non, le commentaire n'est pas tendancieux parce qu'il y a des faits. Le temps nous manque pour raconter comment est-ce que la Guinée équatoriale a traité les ressortissants camerounais et de l'ensemble de la sous-région. Traite. Quand je dis à traiter, c'est comme si ce n'était pas quotidien. Ça se fait tous les jours. Et je peux même vous dire que le même jour où on signait le document, des Camerounais étaient maltraités et torturés à Malabo. De sources bien informées. Donc c'est pour vous dire que c'est un véritable test auquel on va assister. Que le président en exercice soit justement le président de ce pays où les ressortissants camerounais et d'autres pays de la sous-région ont du mal à entrer et à sortir. Donc c'est une bonne mesure. C'est-à-dire que sur le principe, c'est une bonne mesure, mais il y a des doutes sur la réalisation d'une telle résolution lorsque, en attendant d'abord que chaque citoyen, chaque ressortissant de chacun des pays puisse avoir tous ces documents-là, on verra la suite. Alors, Robert Moutet, la presse a choisi de s'intéresser, avant de revenir sur les résolutions, la presse a choisi de s'intéresser à l'absence du chef de l'État
Paul Biya, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas pu attendre d'elle, par exemple, qu'elle présente les enjeux de ce sommet, qui ressort quand même avec des résolutions, avec des déclarations assez fortes qui touchent à toutes les communautés de la sous-région? Moi, je pars du principe que quand on voit le communiqué final, la résolution du communiqué final, ça concerne beaucoup plus cette libre circulation, ça concerne RCMAC. Je ne sais pas s'il y a autre chose d'assez important. Vous comprenez quand même que c'est des sujets qui ne nous concernent pas trop. Le Cameroun laisse les gens circuler. S'il appartient au Gabon et à la Guinée équatoriale d'essayer de faire de même. Par rapport à RCMAC, le Cameroun a une compagnie déjà qui bat de l'aile. Alors, aller encore se mettre dans une autre compagnie, je crois qu'il faut déjà que celle-ci marche bien. Moi, je pense. Vous voulez parler de Cameco, c'est ça? Cameco, oui. Je pense que, pour moi, je pense que le président n'avait pas de temps à peine pour y aller. C'était mieux d'avoir envoyé quelqu'un comme il l'a fait, parce qu'il va aller faire quoi là-bas? Les décisions qui sont prises, il n'est pas contre la circulation entre les États, il n'est pas contre tout ce qui s'est dit. C'était à ceux qui étaient là-bas de faire un peu d'ouverture. Tout le monde est sceptique. Moi, je suis dans les journaux, j'ai vu dans beaucoup de plateaux, les gens sont sceptiques par rapport à cette prise immédiate. Cette décision immédiate qui entre immédiatement en application. Parce que beaucoup veulent voir. Et j'ai même lui dire qu'une Camerounaise a été expulsée. Le même jour. Et je crois un Gabonais ou bien l'Équateur, elle doit là aussi quelque chose. Bon. Vous comprenez qu'il faut un certain temps pour que tout le monde soit. Moi, je peux comprendre ce pays aussi. Vous savez, quand on va dans les pays étrangers, on essaie de respecter les lois et règlements de ce pays. Mais les Camerounais sont des Camerounais et quand ils arrivent ailleurs, ils aiment bien dominer. Et forcément, quand ils vont dans les pays de faible population comme la Guinée, le Gabon, évidemment, ils ont tendance il ne faut pas confondre liberté de circulation et aller s'y installer. C'est deux choses différentes, c'est des procédures différentes. On a bien parlé de libre circulation. Oui, mais il y en a qui prennent ça au pas, il faut y aller s'y installer. Les autres ne sont pas nombreux, ils ont peur d'être envahis par les voisins, et du coup, ça va poser des problèmes. Est-ce qu'on devrait parler de peur dans ces cas-là, lorsque les chefs d'État se sont retrouvés et se sont mis d'accord sur comment la libre circulation devrait-elle se passer, du moment où, dans ce communiqué final, on précise bien tel qu'Elmon Kamgala l'a évoqué tout à l'heure, qu'il faut se munir de sa carte d'identité biométrique, de son passeport biométrique ou d'un passeport biométrique homologué. Est-ce que tout cela ne suffirait pas pour que ces personnes qui vont du Cameroun au Congo en passant par la Guinée équatoriale et même le Congo-Brazzaville ne soient pas inquiétés par quoi que ce soit? Moi, je pense que ce n'est pas un problème de papier, c'est d'abord dans la tête. Parce que vous savez, quand un Camerounais arrive en Guinée équatoriale, on dit ceux-là, c'est les envahisseurs. Quand un Congolais arrive au Gabon, vous savez, il y a des stéréotypes. Alors, ça, il faut un certain temps pour le faire. Alors, on a beau avoir tous ces papiers, il y aura quand même des frictions pendant un certain temps, et après on va s'habituer. Alors, justement, avec Samuel Mota, est-ce que ces stéréotypes-là, est-ce que ces préjugés, ces idées reçues n'ont pas également conforté la presse à s'interroger, par exemple, si le Gabon et la Guinée équatoriale peuvent, de façon libre, accepter que cette mesure soit mise en application aussitôt? Ce serait bien qu'il accepte, mais je voudrais également revenir sur l'histoire du passeport biométrique. Edmond Kamogaki, qui est journaliste, doit bien savoir qu'il y a un certain nombre de populations qui, sans être camerounais, brandissent un certain nombre de papiers dans ces pays respectifs pour pouvoir se réclamer de la nationalité camerounaise. Et donc, lorsqu'on vous demande un passeport biométrique, effectivement, c'est pour des mesures de sécurité. Parce que ce serait bien fâcheux de dire qu'il y a 10 Camerounais qui ont été expulsés et qu'à l'analyse, on se rend compte que ce n'était pas des Camerounais, c'est des Maliens. C'est pour ça qu'on demande, et la plupart, je voulais le rassurer, la plupart des passeports à la date d'aujourd'hui, quand vous demandez un passeport, il est par essence biométrique. Et donc, il faudra tout simplement demander à ces populations. Mais encore une dernière fois, vous ne pouvez pas avancer en disant on ne va pas prendre des mesures nécessaires pour pouvoir faire en sorte qu'on fasse une constitution viable. Il a également dit tout à l'heure que
il était temps qu'on sorte de cette histoire-là de la compagnie aérienne. Pour une fois, je suis d'accord. De l'échec. Non, je voulais d'abord, laissez-moi terminer, Allez-y, je suis d'accord pour une fois avec Edmond Kamga pour le dire également, il était temps, mais pas pour les mêmes raisons. Lui le dit, et d'ailleurs il vient de l'affirmer encore, pour pouvoir faire l'apologie de l'échec des gouvernements de la sous-région. Mais moi également, je le dis que c'était une très bonne chose parce que l'État n'a pas à se mêler de ce genre d'opération qui rentre dans le secteur marchand. Très bien. Bien, maintenant, en ce qui concerne, je pense que, parlant de la question que vous avez posée tout à l'heure, ce serait bien fâché également que les Gabonais et les Équato-Guinéens ne comprennent pas qu'on est mieux solide, on est plus solide en étant dans une communauté intégrée. Quand vous faites le parallèle là d'aujourd'hui entre la communauté des pays de l'Afrique centrale et celle de aujourd'hui, la dynamique de croissance, elle est beaucoup plus du côté de l'Ouest. Et donc, nous avons tout intérêt à copier. Et que ces gens-là, très souvent, je crois qu'ils sont plus ou moins perdus par les histoires de pétrole. Le pétrole ne fera pas le développement, sinon pas une population. Alice Kane. Oui, depuis le 25 juin 2013, cet acte de libre circulation a été signé. Il est applicable en janvier 2014. Oui. Ben, on est au mois de mai. Donc, faut pas se faire. Mois de mai 2015, vous voulez 2015, bien préciser. Oui, 2015. Vous voyez, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Vous savez, l'intégration des peuples se fait par la volonté politique de le faire. Forcément, il y a des sacrifices à faire. Donc, les histoires que les Camerounais vont aller voler le pain des Gabonais ou des Équatoriens, moi, ça me fait rire. Quand on veut intégrer une sous-région, parce que cela est vital pour l'ensemble de ces régions. Tout petit, nos États ne pèsent pas grand-chose. Forcément, il y a des objectifs fondamentaux, des objectifs alors, vous secondaires. pensez que la création de RCMAC, vous pensez que c'est un projet qui allait un peu à la va-vite? Sinon, comment expliquer qu'aujourd'hui, quelques temps après... Oui. C'était un bon projet. C'est un communiste qui te parle. Non, pas du tout. Vous voyez, Air France, c'est une société à capitaux de l'État. Hein. Mais l'État n'y est plus pratiquement. Oui, non, mais c'était... Là, il faut du forcing pour revenir. N'y est plus, oui, voilà. Mais EDF, c'est un capitaux de l'État. Donc, il ne faut pas penser que parce que c'est une compagnie qui va avoir des capitaux au départ nationaux ou des États, que forcément, on ne va pas ouvrir le capital. C'était un bon projet. Pourquoi? À l'évidence, on a vu que nos différentes compagnies pesaient très peu dans le trafic aérien mondial. Il y a eu un Gabon, Cameroun, etc. Donc c'était un bon projet. Mais justement, comme il n'y a pas une volonté politique de le mener à bout, on arrive à l'échec. Après, on a perdu 10 milliards de francs qui sont envolés parce qu'on a même nommé un directeur général, volatilisé un président. Il y avait même un siège. Il y avait un siège. Oui, donc ça n'a pas fonctionné. Deuxièmement, alors on dit il faut circuler librement, mais à condition qu'on ait un passeport biométrique. Alors allez voir sur les frontières de différents pays le nombre de ressortissants de ces régions qui ont des passeports biométriques. Ouais. Très bien. Il y a très peu. Donc, et l'argument, monsieur Abbas, c'est un équilibriste. Donc, monsieur Paul Biya ne devait pas y aller parce que, il n'a pas de temps à perdre pour les histoires qu'on a signées depuis. Oui, en ce moment-là, on le fait savoir et on pose des actes montrant qu'on est mécontent de ce qui se passe. Très bien. Mais on n'en voit pas un sombre président du Conseil économique et social. D'une institution fantôme. Oh là là. Non, Mais quand je même. pèse. Non mais oui, c'est le Conseil économique et social est une institution fantôme. Posé à 100 Camerounais où se trouve le siège du Conseil économique et social et qui n'a le président. À quoi sert-il aux Camerounais? Je serais étonné de connaître le résultat de Alors, justement, sur la question, tout à l'heure, on a évoqué l'absence du chef de l'État avec Edmond Kamga. Il estime que le Conseil économique et social est un organe plutôt inexistant, dont on n'entend pas beaucoup parler. Mais est-ce que ce type de rencontre n'est pas une bonne occasion pour le ministre en charge de ce département ou bien de cette institution? On a parlé tout à l'heure du Conseil économique et social. Pourquoi la presse continue de s'interroger sur la présence du chef de l'État? Tout à l'heure, on a entendu Robert Moutamba, ça estimait que le président de la République pouvait y être ou ne pas y être parce que le Cameroun applique déjà un certain nombre de choses. Moi, je suis que la presse s'étonne, mais on est habitué à cela. On ne s'étonne pas d'une chose qui fait partie des habitudes. Les absences du chef d'État dans les sommets entre pays africains, c'est très courant. Le Cameroun, c'est l'exemple. Je voulais expliquer pourquoi la presse s'étonne.
pourquoi la presse s'étonne de l'absence du chef de l'État? C'est parce que récemment, quand il est revenu de l'étranger, après toute la bataille médiatique sur ce qui s'est passé, le tapage médiatique par rapport aux articles du quotidien Le Monde, j'ai lu dans Cameroun, c'est un retour triomphal. Alors on s'attendait à ce qu'après un retour triomphal, le chef de l'État soit présent mais par rapport au partout tapage, où il est l'expression annoncé. aussi. Alors on se rend bien compte qu'il n'a pas été présent là où on estimait voir sa présence. C'est pour cela précisément. C'est pour ça qu'on est surpris. Moi j'ai une explication. Robert Moutamba, ça va voir. Moi je voulais dire ceci. Pas d'intérêt, pas d'action. Allez-y, Anissé. Pas d'intérêt, pas d'action. Les déplacements du chef de l'État, pour tous les chefs d'État, sont liés à cet adage-là. Pas d'intérêt, pas d'action. Le chef de l'État, Paul Biya, où il y a des intérêts, parce qu'il a intérêt à ce qu'il y aille. S'il reste 32 Mais y avait-il pas des intérêts pour le peuple camerounais? Parce qu'il a intérêt à aller en Europe pendant 32 jours. Moi, c'est ça, puis on voit ça. C'est tout. Par rapport à moi, je pense que le Cameroun, c'est même l'exemple même d'intégration sous-régionale, parce que quand vous voyez les communautés de différents pays qui sont au Cameroun, vous payez le Nigeria, il y a 4-5 millions de Nigériens au Cameroun qui vivent bien, qui n'ont pas de problème. Les Maliens, il y en a beaucoup. Les Gabonais, les Comoriens, les Équatoriens ne sont peut-être pas très nombreux, mais beaucoup d'autres pays se retrouvent au Cameroun. Et j'ai vécu une expérience ces derniers temps qui montre que nous commençons à être très avancés, même en interne, contrairement à ce qu'on pense, parce que les divisions qu'on voit, en fait, c'est les élites. Pour se positionner, qui créent les divisions, elles sont superficielles. Mais le bas peuple ne suit pas tout ça. Je prends un cas très simple que j'ai vécu et qui m'a intéressé. J'étais dernièrement à la briqueterie, là où ils font la viande, le poulet braisé, le soya. Et c'est un endroit vers l'école de police où vous voyez, vous avez d'un côté les chrétiens, de l'autre les musulmans, et ceux qui consomment. Et ceux qui consomment et qui sont musulmans ont un espace sans alcool. Ceux qui prennent l'alcool, un espace avec alcool. Et quand l'heure de prière arrive et qu'il faut prier à côté, le musulman doit prier, on arrête la solo de musique qui est en face. Vous voyez vraiment, les gens se sont organisés à vivre bien. Ça, c'est le Cameroun. On n'a plus besoin d'aller au Gabon pour ça. Il doit venir s'inspirer. Le président n'avait pas à y aller, moi je pense. Il doit se déplacer pour les choses qui rapportent ou qui font avancer. Aller discuter avec des petits frères comme ça pour ne pas avancer. Vous dites petits frères, M. Robert Moutamba. Ce sont quand même des non, quand il dit que le président n'avait pas y aller, j'ai dit c'est grave. C'est pas bon. Non, c'est pas bon, il doit y aller. Il ne doit pas seulement se faire représenter. Vous savez, quand un chef d'État se fait représenter, son représentant ne peut pas jouer le même rôle que lui. Même s'il est plénipotentiaire, même s'il a les pleins pouvoirs, il ne peut pas influer sur la décision des pairs. Ça c'est un principe en diplomatie. Quand on exécutait déjà tout ça, quand on n'avait plus de décision. Non, il faut être présent. Il faut être présent là où se prennent des décisions. Alors, juste en 30 secondes, Samuel Mot, il nous reste très peu de temps, allons-y. Ouais, il y a aussi ce même principe de la diplomatie là qui voudrait que le général ne soit pas toujours au front et qu'il peut se mettre en réserve le temps de voir comment est-ce que les autres abattent les cartes pour pouvoir avoir la mise derrière. Vous considérez les rencontres de la CEMA comme la guerre? Non, par rapport au sujet, c'est une bataille diplomatique, c'est le thème que vous-même vous utilisez. Mais il faut être présent pour influer sur la décision. Allons-y, Anissé Kane. Allons-y très rapidement. On est en plein délire là. À quoi serviraient donc les sommets des chefs de l'État si on peut déléguer? Ce que le président va faire en Europe pendant 32 jours, il n'y a pas possible de délégation du pouvoir? Je me pose des questions. Non, je vous signale que pendant les 32 jours, il travaille. Mais tout à fait, je dis il travaille. Donc là-bas, il peut aller aussi. Si vous suivez la radio, la télé, vous allez voir beaucoup de documents. Famine Dongo, de très célèbre Famine Dongo. Famine Dongo nous a bien dit que au niveau où sont les nouvelles techniques de l'information et de la communication, il peut diriger le pays étant en Mars. Allons-y. Très bien. Alors, je vous propose donc pour sortir de cette émission d'évoquer la dernière thématique qui touche à la situation de crise. La crise qui se vit, mais des violences aussi au Burundi, après que Pierre Nkurunziza, le président sortant, annonce sa candidature pour un 3e mandat. Alors, Elman Kamga, la presse camerounaise s'y est beaucoup intéressée. Est-ce forcément en rapport avec le fait qu'il s'agit d'un président de la République, qui est poussé pratiquement vers la sortie par ses pairs? Est-ce que la presse camerounaise ne se regarde pas
autour des autres conflits qu'il y a eu en Afrique, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit également en Côte d'Ivoire. Pourquoi de plus en plus la presse s'intéresse à ces questions qui sont liées aux élections présidentielles et surtout aux sorties des chefs d'État en fonction? Oui, parce que c'est un sujet intéressant pour les lecteurs, c'est un sujet intéressant pour tous les publics. Et lorsque l'on sait les conditions dans lesquelles Blaise Compaoré a quitté le pouvoir, ça a marqué les esprits en Afrique, dans toutes les parties de l'Afrique, dans le monde entier d'ailleurs. Et je pense qu'un journaliste sérieux qui s'occupe des questions internationales ne peut pas ne pas s'intéresser aux questions de violation de la Constitution ou aux questions de non-respect de la Constitution pour briguer un troisième mandat. Et on l'a vu, plusieurs pays sont concernés par cette situation. Donc c'est pourquoi la presse camerounaise s'est intéressée à ce dossier. La Nouvelle Expression en particulier, à travers ma plume, a rédigé beaucoup d'articles sur cette question. Et qu'est-ce que vous vouliez faire ressortir? Est-ce qu'il y avait forcément des leçons à faire tirer? Est-ce qu'il y avait une alerte? On a par exemple vu que certains journaux ont estimé qu'il faut peut-être craindre ce qui s'est passé au Burkina Faso avec le président Blaise Compaoré. Oui, il y a des raisons de craindre, mais doublement parce que le Burundi c'est un pays assez particulier qui est différent du Burkina. Différent pas seulement à cause de la question de mandat, mais différent parce qu'il y a déjà eu le génocide et même des génocides au Burundi. Il y a eu la guerre civile. Et j'ai eu la chance de rencontrer personnellement le premier président démocratiquement élu du Burundi, Melchior Ndadaye, qui a été assassiné le 21 octobre 1993. Il était venu au Cameroun, après les villes mortes, pour s'inspirer du combat que menait l'opposition au Cameroun pour accéder au pouvoir. Et après sa rencontre avec quelques dirigeants de l'opposition au Cameroun, dans les années 91-92, il est retourné au Burundi. Il a gagné les élections, les toutes premières élections démocratiques. Malheureusement, il a été assassiné. Et c'est depuis son assassinat que c'est totalement le trouble au Burundi. Et pour qu'il y ait une paix, j'allais dire la calmie actuelle, depuis, j'allais dire 10 ans au Burundi, il a fallu qu'il y ait les accords d'Arusha. Il y a eu des rencontres, des négociations qui ont permis à Pierre Nkurunziza d'accéder au pouvoir. Et les conditions prévues par l'accord d'Arusha, qui sont dans la Constitution, c'est que pas plus de 2 mandats successifs. Et voilà, depuis 2005, il est au pouvoir. Donc en 2015, c'était la fin. Et voilà, il brigue un 3e mandat. Il est allé plus loin. C'est-à-dire, il a fait, vous savez, l'opposition là-bas a revendiqué. Et jusqu'à ce jour, au moment où je vous parle, les femmes sont descendues dans la rue pour revendiquer le respect de la Constitution. Donc, il maintient sa candidature. Il y a eu des concertations informelles depuis quelques jours sous la pression internationale. Les États-Unis, Washington, l'Union européenne ont voulu que les deux partis, l'opposition et le pouvoir, essayent de s'accorder sur un certain nombre de choses pour éviter la guerre civile. Parce que la guerre civile s'annonce au cas où il maintient sa candidature. Et on a la preuve qu'il a maintenu sa candidature, puisque la Cour constitutionnelle lui a permis, à valider, sous la pression, parce que le vice-président de la Cour constitutionnelle a d'ailleurs révélé que ses collègues ont dû valider sa candidature pour ne pas être assassiné. Cela peut être quand même un petit embarras, Robert Moutamba, ça. Non, moi je ne pense pas qu'il y ait de l'embarras, parce que quand vous voyez, il est président du Burundi. Il n'est pas président pour l'Afrique, ou bien pour le Cameroun, ou bien pour la France, ou pour les États-Unis. C'est d'abord les populations du Burundi qui doivent élire leur président. Nous, à côté, on peut bavarder comme on veut. Si la population du Burundi est d'accord, ou bien, même s'il y en a qui sont contre... Mais cela intéresse quand même les autres pays qui sont en Afrique. Non, je ne vais pas finir ici. Ceux qui manifestent font beaucoup de bruit, comme beaucoup plus que la majorité silencieuse, et qu'aux élections, ils gagnent, mais ils vont diriger le pays. Moi, je pense que il ne faut pas profiter des mécanismes pour chasser les chefs d'État. Il faut les chasser dans les élections. Il faut bien y aller dans les élections. Ceux qui font du boucan là, qui vont contre l'armée, peut-être qu'ils sont nombreux. Dans ce cas, au niveau des élections, ils vont le balayer. Mais là, quoi, c'est la Constitution? La Constitution, c'est quelque chose qui bouge. Mais depuis quelque temps, on s'est bien rendu compte que la communauté internationale a tendance à utiliser cette Constitution pour bloquer le fonctionnement Made in Afrique. Parce que vous savez, ce qui se passe au Burundi se passe dans beaucoup de pays. Moi, je pense qu'il faut laisser les gens aller aux élections. Quand la population n'est plus d'accord, vous faire partir. Maintenant, dire que la Constitution interdit, vous ne vous présentez plus, c'est vrai, ça fait partie des chefs d'État, mais est-ce que derrière ça, il y a le calme? On a vu des pays, il y a eu ça.
Et s'ils sont très calmes, je ne pense pas. Alors, je crois qu'il faut trouver une solution, comment je veux dire, intermédiaire, qui puisse permettre qu'il y ait changement de pouvoir sans qu'il y ait de problème. De façon pacifique. Anissé Kane, très très rapidement sur la question, il nous reste juste 2 minutes à passer ensemble. Oui. Allons-y. Bah, j'ai vu une caricature assez significative où un responsable du pouvoir pose la question au chef d'État camerounais, mais vous suivez ce qui se passe au Burundi? Il dit oui, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi il s'accroche au pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a au pouvoir? Pour vous dire que vraiment, monsieur l'ambassadeur, on est désolé, ça nous intéresse, les transitions démocratiques dans les pays africains. Oui. Et on est dans une dynamique de transition démocratique. Les élections au Nigeria, le fait que même au Bénin, le président décide de ne plus se représenter, tout ça, on est dans une dynamique. Et qu'il faut certainement continuer de construire. Il faut commencer à réfléchir, monsieur l'ambassadeur, sur une autre situation. Il vaut mieux anticiper, au moins par la réflexion. Très bien. J'ai été souvent au Bénin. Je voulais repartir sur son exemple qu'il a donné tout à l'heure pour dire la première décision qui a été prise lorsque qui a quitté le pouvoir après s'être fait élire démocratiquement. La première décision qui a été prise, c'était de dire tout ce qu'il a, y compris le palais présidentiel qu'il occupait, à cette date-là, on lui laisse. Je crois que ça lui permettra de mieux se reposer. Très bien. Je pose cette question-là. Écoutez, attendez, vous allez me retirer la parole, mais c'est un sujet assez sensible. Parce que, notamment quand Edmond Kanga parle du cas burkinabé, je pense que la gestion de l'après comparé au Burkina Faso n'incite pas à des alternances démocratiques dans les pays africains. Et je voudrais également il ne faut pas le bloquer. Il faut pas, non mais écoutez, c'est pour ça effectivement je pense à un sujet. Vous le bloquez là en 10 minutes, on ne peut pas développer. Et la première chose que je pense, c'est que il faut donner une sécurité aux chefs de l'État, qui nous ont gouverné pendant un moment, le soin de vivre heureux dans les retraites. Si nous n'avons pas pris une telle position, vous allez me dire qu'effectivement, il y a un gouvernement qui a été balayé au Burkina Faso, celui par exemple comment vous avez dit, va se braquer et trouver des alternatives pour se maintenir au pouvoir. Il faudra qu'il y ait une gestion sage de la transition en Afrique. Et dans cette gestion-là, je pense qu'il faut nécessairement un moratoire de poursuite contre les anciens chefs d'État qui nous ont gouvernés. Je pense que ça va faciliter les choses. Très bien. Merci donc à vous, très cher monsieur. Nous sommes arrivés au terme de cette édition de Droit de réponse. Merci à vous, Edmond Kanga, d'avoir accepté cette invitation. Nous remercions également à vous, Robert Moutet, ambassadeur. Nous remercions aussi à Samuel Mott, le sénateur supplément. Et bien sûr, à Anissé Kane, membre du bureau politique du Manidem, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Merci à vous, chers messieurs, très chers téléspectateurs. Nous vous disons aussi merci d'avoir été au rendez-vous. Tout droit de réponse, je vous retrouve dimanche prochain avec beaucoup de plaisir. Au revoir.